Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Histoire de sportifs, un hors-série consacré à Delphine. Alors Delphine, c'est une jeune fille qui a décidé un jour de changer de vie, changer de travail, changer de région. Et à cette occasion, cette randonneuse aguerrie s'est lancée un défi, celui de traverser les Pyrénées, de bout en bout de la Méditerranée à l'Atlantique, une randonnée de 900 km, mais je vous en ai déjà un petit peu trop dit, puisqu'évidemment, c'est elle qui va vous le raconter. Donc je vous souhaite un bon podcast, une bonne écoute, et je vous laisse avec Delphine. Au début de chaque randonnée comme ça, tu te dis « Mais pourquoi est-ce que je fais ça ?» Mais je sais pas, tu le fais parce que t'aimes bien ce dépassement, quoi. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 29 ans et je vais vous raconter ma grande traversée des Pyrénées. Je travaillais chez Decathlon. Et puis, j'ai décidé de faire des changements dans ma vie. J'avais décidé d'aller plus ou moins m'installer à la montagne. Et entre les deux, je m'étais un petit peu fixé un challenge et je m'étais dit, je vais faire la grande traversée des Pyrénées. La grande traversée des Pyrénées, c'est donc une randonnée de 900 km qui va de la Méditerranée à l'Atlantique. Donc en fait, on traverse toute la chaîne des Pyrénées. Départ Banyuls, arrivée Andagne, 55 000 mètres de dénivelé, 900 km. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de rando et beaucoup dans les Pyrénées. Et en fait, j'avais ce rêve à l'époque de faire le PCT, le Pacific Crest Trail. Donc, c'est la traversée des États-Unis, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Et donc, je m'étais dit, le bon entraînement pour faire le PCT, c'est de commencer en France par la grande traversée des Pyrénées. Donc, c'était un peu l'idée de départ en me disant, si j'arrive à faire ces 900 km et ce dénivelé-là, si j'ai le bon matos pour faire ça, je serai capable ensuite de partir aux États-Unis pour cette traversée-là. Donc, ça vient de là. Avant cette traversée des Pyrénées, moi j'avais fait plusieurs randos. Je m'étais déjà testée sur d'autres randos avant. Le West Highland Way en Écosse, la Rota Vicentina au Portugal, le Mare Monti en Corse. C'est des randonnées que j'ai faites seule. Et là, c'était vraiment un petit peu par plaisir. Et puis au fur et à mesure de ces randonnées, j'ai eu envie à chaque fois d'aller un peu plus longtemps, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Et après, pour une rando de 900 km, évidemment, j'ai eu besoin de me préparer physiquement. Voilà, l'idée, c'était d'être capable de porter mon sac, comme c'est une randonnée que je voulais faire en autonomie totale. C'est donc tente, environ 7 à 10 jours de nourriture. Donc moi, j'ai fait la moitié avec un ami et l'autre moitié toute seule. Et donc nous, on avait fait un système de colis. Donc en fait, on s'était envoyé en poste restante des colis de nourriture. Tous les 10 jours, tu redescends en vallée et tu vas chercher le colis que tu t'es envoyé dans une poste. Donc l'aventure a commencé le 5 août. Donc là, à ce moment-là, j'étais avec mon ami Christophe. T'es super excité et en même temps, tu sais très bien qu'il t'attend des choses que tu peux pas imaginer avec ton cerveau à l'heure où tu t'en vas. C'est-à-dire t'es prêt, t'es hyper prêt physiquement, tu penses que ton entraînement, il était hyper efficace. Mais d'un autre côté, ton cerveau, il sait que il va se passer des choses que tu peux pas imaginer. Donc, on est parti, on va dire, en toute confiance, avec donc l'idée de suivre cette route qui est donc la transpyrénéenne, par les crêtes des Pyrénées. Très rapidement, en fait, au bout, je pense, de la première et deuxième heure, là, tu te prends l'exercice de la rando dans la figure, quoi. T'avais pas forcément calculé qu'il allait faire 40 degrés, que en fait ton petit entraînement dans ta salle tous les matins c'est bien, mais que le poids de ton sac 19 kilos, la chaleur, le dénivelé, en fait tu l'avais pas vraiment imaginé, quoi. Donc la première journée, on s'est arrêté donc proche d'une cabane, ce qui s'appelle la cabane de la Taniared. Là, on a trouvé un petit spot très sympa. Et donc, on s'est dit, on va se poser là. Il y avait un peu d'eau, une source. La nuit s'annonçait reposante et bien méritée. Bivouac habituel, tu fais ta bouffe tranquille, petite douche dans la source. Et puis, on se couche, pas trop tard, vers 9h, 9h30. Et vers 10h, plus de lumière. Et là,
moi, je commence à entendre un petit peu des bruits à côté de la tente. Alors évidemment, tu te dis en randonnée, c'est sûr que oui, il y a des bruits quand tu es dans ta tente, il y a des bruits, il y a des animaux, c'est évident, hein. Et puis, petit à petit, ça se rapproche des passages, et puis tout d'un coup, je réalise que voilà, c'est en fait des sangliers. Toute la nuit, ça a circulé près de la tente parce qu'en fait, on avait très mal choisi notre spot. On avait choisi notre spot à côté d'une source où il y avait évidemment de l'eau partout autour de cette source avec de la boue. Et on était à l'entrée d'un petit sous-bois. Donc évidemment, l'emplacement idéal pour les sangliers. Donc une fois toute lumière éteinte, eux, ils sortent, c'est la fête. Et donc ça a pas arrêté de la nuit. C'est-à-dire que vraiment jusqu'à, je pense, 6h30 du matin, il y a eu des passages autour de la tente. Alors en plus, évidemment, ça vient renifler, ça repart, ça va se baigner, ça fait un boucan. Moi, je pense la rupture, elle a été tellement soudaine entre quand tu commences cette randonnée, la veille, t'es quand même dans un Airbnb, dans un lit. Donc évidemment, tu passes à la montagne, c'est sûr. Mais là, la transition, elle était hyper sèche, quoi. C'est-à-dire que t'es dans ta tente et puis tout d'un coup, t'as vraiment la nature qui arrive et qui te fait face, quoi. Tu te fais pas ta petite nuit tranquille. Tu te rends compte que, bah oui, t'es dans la nature, qu'il y a des sangliers, qu'il y a des bruits. Il n'y a pas finalement que l'effort physique. Il y a aussi des choses qui vont venir un petit peu perturber aussi cette rando que t'avais pas forcément imaginé ou que tu pensais pas qui te ferait un peu peur, quoi. Donc moi, j'ai très mal dormi cette nuit-là. J'ai eu extrêmement peur. En fait, t'as pas le pouvoir, quoi. C'est pas toi qui... Oui, il y a une partie que tu gères, mais il y a quand même une grande partie où c'est la nature, malgré tout, qui prend le dessus, quoi. Même si, voilà, peut-être quand on écoute ce podcast et qu'on est dans son lit, on se dit, mais sanglier, c'est rien du tout. Mais en fait, quand t'es tout seul dans ta tente et que t'es sur une journée de transition, que tu viens de la ville et que t'arrives dans cette nature un peu sauvage... t'es un peu déboussolé. Et moi, je pense que à ce moment-là, ça a un petit peu fait basculer ma confiance. En tout cas, celle que je pensais que j'avais sur cette randonnée. Tout d'un coup, je me suis dit, s'il arrive d'autres trucs comme ça, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout ? Et puis surtout, je me souviens que c'était à peu près, on avait calculé je crois que c'est une 40aine de jours. Et en fait, je me souviens, mais j'ai exactement ces souvenirs que quand je commençais mes journées, je me disais, jour 2 sur 40, quoi. Ça me paraissait, je me disais, mais j'arriverai jamais au bout, quoi. Et j'essayais de me faire des espèces de statistiques. Je me disais, mais là, j'en suis à 1/8 ou 1... Et je me disais, mais jamais de ma vie, je tiendrai jusqu'au bout, quoi. Ça me semblait être une épreuve très, très longue. Et puis, bon, on était deux. Quand il y en a un qui a un peu moins le moral, l'autre t'entraîne et puis t'avances comme ça. Et puis, on arrive au 5e jour où là, donc sur la Transpyrénéenne, tu passes normalement par les sommets. Et donc là, le premier sommet qu'il y avait sur notre liste, c'était le pic du Canigou. Avant-hier et hier, en fait, on a fait un truc qui s'appelle le pic du Canigou. Donc en fait, c'était une très longue étape. Donc tu montes, c'est plutôt touristique. Et en fait, quand tu descends, tu dois descendre par une cheminée. Donc c'est un... Voilà, si vous voulez regarder sur internet, la cheminée du Canigou. Donc souvent les gens, comme ils font la rando dans l'autre sens, ils la font en montant. Et là, comme on était dans l'autre sens, il a fallu qu'on le fasse en descendant. Donc voilà, il faut mettre les mains, c'est l'escalade un peu, quoi, ça fait... Voilà. Donc là, on se dit, on est là, on avait tous les deux fait de l'escalade, on se dit, on va quand même le faire, on va quand même descendre. Et donc voilà, on est descendu donc par cette cheminée. Au final, l'exercice, il n'est pas du tout insurmontable. Hein. C'est pas, je vous dis pas, on n'a pas fait de l'alpinisme, c'est pas du tout ouf comme... Simplement, c'est toujours pareil, c'est pas forcément raisonnable. Et à un moment, si tu fais un peu voilà, que tu places pas bien tes pieds ou qu'à un moment t'es déconcentré, c'est ça un petit peu de toute façon la montagne, hein, c'est que ça peut être risqué, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu un truc où j'ai eu hyper peur et puis je pense la fatigue cumulée des 5 jours, j'ai commencé à pas du tout bien me sentir. Je pense que j'étais vraiment au bout du roulax, quoi, j'étais épuisée. Donc le 5e jour, le soir, moi j'étais au bout, hein. Franchement,
Je pleurais, je me disais mais je peux pas continuer. Et donc là, on a redormi dans un refuge. Et heureusement, j'avais un voisin. Je sais pas si vous voyez un peu les refuges, c'est vraiment une grande paillasse. Et en gros, t'as 10 personnes qui dorment dans le même lit, quoi. Ça veut dire t'as une grande planche et tout le monde est aligné, donc t'as 10 personnes. Donc tu te retrouves avec un voisin juste à côté que tu connais pas, qui peut te tenir la main, quoi. Et j'ai eu de la chance, mon voisin était tout à fait sympathique et je pense qu'il m'a vu arriver dans un tel état. Il m'a mis une petite caisse au bout des pieds pour que j'ai les pieds qui soient un petit peu surélevés. Il m'a fait un sachet de réhydratation pour me réhydrater. Il m'a mis un truc sur la tête. Il m'a massé avec des huiles essentielles. Donc je pense que cette personne m'a sauvé la nuit. Et donc le lendemain, disons que je me sentais capable dans ma tête de me dire il faut que j'essaie, il faut que je réessaie de marcher 1 ou 2 journées, quoi. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à marcher, mon corps, il ne voulait absolument plus. C'est-à-dire que remonter, refaire du dénivelé positif, c'était impossible, quoi. Je pense que quand t'es crevé, t'as pas bien mangé, t'as pas le moral. Donc là, j'ai dit à mon pote, j'ai dit à Christophe, écoute, moi, je peux pas continuer avec toi sur la Transpyrénène. Je vais descendre sur le GR10 parce que la journée prévue en fait sur le GR10, les étapes, enfin en tout cas l'étape suivante, faisait qu'au lieu de remonter, je partais pour au moins 2-3 heures de descente. Et comme j'étais absolument pas capable de monter, je me suis dit la seule chose que je peux faire si je veux continuer à avancer, c'est trouver un peu un chemin alternatif et redescendre. Donc lui, il a continué sur la Transpyrénéenne et moi je suis redescendue sur le GR10. C'était à Mentetz, qui est un tout petit village avec des petites maisons en pierre. Et donc là, il y avait un espèce de petit café. Donc vers 4-5 heures, je me suis posée là en me disant, bon, je vais essayer de regarder mes cartes pour voir s'il y a moyen, peut-être que demain, je retrouve Christophe. Je sentais quand même que l'énergie était un peu revenue. J'essayais de calculer mon itinéraire pour rejoindre Christophe par rapport à l'endroit où lui devait passer. Il fallait que je marche 12 heures le lendemain pour pouvoir le rejoindre à l'étape, lui, où il était censé arriver le lendemain. Et il y avait 3 mecs à côté qui discutaient, qui ont dû se dire cette pauvre nana qui a l'air paumée. Et puis en plus, je me disais, mais où je vais dormir si je redescends et qu'il y a encore des sangliers. Enfin bon, bref, je me disais, dans tous les cas, ça va être la misère. Bref, comme ce qui arrive toujours d'ailleurs quand t'es tout seul en randonnée, tu sais pas pourquoi, mais quand t'es au bout du rouleau, t'as toujours un truc qui t'arrive, qui vient un peu te sauver. C'est assez hallucinant. Donc, il y a ce mec à côté qui vient me voir et qui me dit, qui me demande est-ce que ça va. Donc bon, je lui raconte que, en gros, c'est 6 premiers jours de traversée des Pyrénées, que c'est la misère et que, en gros, si je veux rejoindre un pote demain, il faut que je marche 12 heures. Et le mec, il me dit, il y a pas de problème. Moi, je suis berger. Demain, il faut que je remonte mes brebis. Si tu veux, je te fais passer par un raccourci. Tes 6 premières heures, je pense qu'on peut faire ça en 4 heures. Donc voilà, donc il me dit, écoute, on se dit 5 heures du matin devant demain. Me voilà à 4 heures du matin à ranger ma tente avec ma langue frontale. Et puis à 5 heures devant le petit bar, en me disant, mais espérons que ce mec ne m'oublie pas, quoi. Espérons qu'il vienne. Enfin, je sais pas, je me disais, je sais pas ce qu'il va avoir fait la veille, ou s'il a oublié, ou j'en sais rien. Et le mec arrive à 5 heures du matin avec ses chiens, sa petite lampe frontale. Et nous voilà partis, tous les deux, pour faire cette première partie de l'étape. Bon, il avait bien picolé la veille, donc il était pas très efficace sur sa marche. Donc il me disait, si tu veux, on peut se poser. Mais moi, en fait, j'étais au taquet. Moi, j'étais prête pour mes 12 heures de marche. Et lui, il était plutôt, j'espère qu'il n'entendra jamais ce podcast, mais il était un peu au bout du rouleau pour le coup. Donc on a marché, je pense, 4 heures comme ça ensemble. En effet, un raccourci, puisque j'ai dû faire 4 heures peut-être au lieu de 6 heures. Et mine de rien, ça, c'est des trucs, ça te redonne un peu la motivation, quoi. C'est des choses qui te... Voilà, ça te remotive de rencontrer quelqu'un de nouveau. Tu parles de d'autres choses. Tu sors un peu aussi de l'épreuve physique que tu t'es fixée. Parce que quand tu pars pour une rando comme ça, un truc dont t'as rêvé, que t'as préparé pendant 1 an, t'as aussi, en fait, une pression que tu te mets, quoi. Et quand tu vois que
l'exercice il est plus difficile que ce que tu avais imaginé, qu'il y a des choses qui t'échappent, forcément ça touche un peu à ton moral. Donc là c'était aussi, ça m'a un peu fait décrocher de ce challenge que je m'étais mis et je me souviens que ce berger, ça m'a replongé dans ce truc de dire en fait quand tu fais comme ça une traversée, tu le fais peut-être pour le challenge, mais tu le fais aussi parce que il y a un vrai plaisir à marcher, il y a un vrai plaisir à être dans la nature, il y a un vrai plaisir à regarder ce qu'il y a autour de toi. Et moi, je sais que dans mes randos comme ça, j'oublie un peu que c'est pas que un challenge, que c'est aussi des vacances, que c'est aussi un plaisir et que donc voilà, ce mec-là, il m'a mis voilà un peu dans une autre réalité et voilà et dans un truc un petit peu plus posé et un peu moins sportif. Par contre, là, on était, je pense, presque à l'entrée de l'Ariège. Les premières conversations autour de l'ours ont commencé à arriver. Chose auxquelles j'avais pas tellement pensé. Enfin voilà, je savais bien qu'il y avait des ours dans les Pyrénées, mais voilà, j'avais lu quelques trucs, ça m'avait pas plus angoissé que ça. J'avais pas trop intellectualisé le truc. Et en fait, en parlant avec ce berger, et là, tu dis ah oui, donc en fait, il est vraiment là et c'est un peu plus embêtant qu'un sanglier, quoi. Donc voilà, on fait nos 4 heures et puis à un moment il me dit bon voilà, moi ma cabane elle est plus haut donc là tu continues, il me dit tu suis un peu les brebis jusqu'à une petite rivière et puis après tu remontes et tu retrouves le sentier. Et puis après il m'a laissé à un moment en me disant oui là, il y a un chemin pour une demi-heure, tu suis le chemin et tu retombes sur le GR10 qui parle. 10 minutes après l'avoir quitté, je voyais même plus le chemin. Mais bon, ça va, je savais que j'étais pas loin. Je savais où je devais aller. Et j'ai mon GPS. Donc, voilà. Et donc là, j'ai rebifurqué sur le GR10 pour arriver à la moitié de mon étape. J'espère dans moins d'une heure. Voilà. Et après, cet après-midi, j'aurai encore un bon morceau pour rejoindre Christophe que j'ai hâte de retrouver parce que j'ai la trouille en fait toute seule. Donc voilà, la journée continuait comme ça et puis le soir on s'est retrouvés donc à l'endroit prévu avec mon ami Christophe. Je me sentais un peu plus quand même de continuer la rando, quoi. Je me disais bon bah voilà, il y a déjà 6 jours, ça veut dire qu'il faut y aller petit à petit, un jour après l'autre et puis au final voilà, ça va être possible, quoi. Donc après on s'est retrouvés et il me semble à peu près que quand on s'est retrouvés, on arrivait en Ariège. C'est vraiment un changement de paysage par rapport aux Pyrénées-Orientales qui sont, on va dire, assez touristiques. Là, tu arrives dans un environnement qui est très sauvage. Aussi une météo qui est très différente, c'est hyper vert, beaucoup de brouillard, donc tu as une atmosphère très très particulière aussi dans l'Ariège. C'est ça vraiment dont je me souviens, parce que autant à partir de ce moment-là, ça a été vraiment que du plaisir. On n'a pas eu de galère, on n'a pas eu de... Mais il y a vraiment une atmosphère qui s'installe, voilà, c'est très vert, t'as beaucoup de petits lacs, donc t'as beaucoup aussi de passages dans des alpages en hauteur, donc en fait t'es en hauteur, t'as beaucoup de chevaux et tout ça dans le brouillard, donc c'est vraiment une atmosphère hyper particulière. Et les gens qu'on a rencontrés en Ariège, voilà, qui venaient de l'autre côté, donc qui avaient fait le chemin de l'autre côté, voilà, nous disaient aussi, c'est ça, il y a vraiment quelque chose d'hyper particulier. En Ariège, c'est là aussi où il y a la plus grosse concentration d'ours des Pyrénées. Donc il y a aussi un peu cette atmosphère où quand tu croises des bergers ou que tu croises des cabanes de bergers, ils te parlent vraiment de ça tout le temps. C'est les premiers mots qu'ils utilisent. Ils te disent alors vous avez vu l'ours ? Donc toi t'as tout sauf envie d'entendre ça. Eux c'est vraiment leur quotidien et en plus comme l'atmosphère est très très particulière avec la brume et tout, c'était vraiment magnifique. Moi c'est la partie que j'ai préférée de toute la randonnée et pourtant c'est celle où j'étais un petit peu voilà, quand tu fais des passages où t'as un petit lac, à droite t'as des champs de myrtilles, tu te dis là l'ours il est typiquement là c'est son environnement idéal. On avait dû faire 8 ou 9 jours de rando
Et donc on est arrivé à Bolker, qui est une station de ski, pour récupérer notre premier carton de nourriture. En gros, quand tu prépares des cartons comme ça pour une rando en autonomie, tu emmènes, qu'est-ce que tu prends comme nourriture? Tu prends, ton objectif, c'est quand même de pouvoir manger avec un minimum de poids. Donc en gros, c'est préparé, tu vraiment calcules le poids de chaque ingrédient pour un repas. Donc par exemple, tu vas te dire, ok, il y a un repas, je prends de la polenta. Pour un repas, il me faut environ tant de grammes de polenta pour un repas. Donc c'est vraiment calculé au gramme près pour ne pas avoir trop de bouffe. Tu te dis, j'ai jusqu'au prochain carton, j'ai 10 jours. Tu calcules ton nombre de repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner, et tu calcules le grammage de ce que t'emmènes. Et ensuite, avec la contrainte qui est que tu as accès normalement à l'eau si tu trouves des sources ou dans les villages, et tu as simplement ton réchaud. Moi, j'avais un réchaud, et après il y a des gens qui partent même sans réchaud. Mais donc moi, j'avais un réchaud. Et donc là, qu'est-ce que t'emmènes? Moi, dans mon carton, il y avait, tu manges globalement de la polenta, de la purée en flocons, quelques repas lyophilisés, histoire de changer, avoir des trucs un petit peu préparés, mais c'est beaucoup plus lourd. Je pense que par carton, j'avais 2-3 plats lyophilisés. J'avais de l'avoine, après j'avais mis des sachets de lait en poudre, du fromage, mais du coup, le fromage, c'est pareil, si tu prends genre du comté, au bout de 2 jours, est complètement fondu dans ton sac. Donc on avait pris du parmesan entier, parce que du coup ça fond beaucoup moins. Donc du parmesan, de la sauce tomate en tube, du couscous épicé. Ça c'est pas mal parce que ça pèse pas très lourd et ça remplit bien l'estomac. Et après évidemment du sucre, parce que quand tu randonnes, t'as envie de manger du sucre, donc des sneakers, hein, ça sauve la vie. Voilà, quand tu sais que t'as ta pause prévue avec ton sneakers, c'est beaucoup de joie dans ton cœur. Et le grand plaisir de cette rando, c'était quand tu te mettais de la polenta avec un sachet entier de parmesan déjà bien mixé, hein. Et donc ça te faisait une espèce de polenta au fromage. Ça, c'était vraiment le top, quoi. Ça, c'est le repas de luxe quand tu te fais ça. Avec un petit peu de tomate dessus, et là, t'es bien. Alors il y a un truc particulier en Ariège que j'ai jamais vu autre part, aussi bien à d'autres endroits dans les Pyrénées, enfin sur toute la traversée, que par exemple en faisant la traversée des Alpes. Il y a des espèces de cabanes qui sont gérées par des scouts. Là en l'occurrence c'était ça. Et donc en fait, donc au milieu de rien. Elles sont approvisionnées donc par les scouts qui, dans des placards, mettent des provisions. Donc t'as tout, t'as des sachets de riz, de polenta, de couscous, des paquets de gâteaux, des chips. Et donc en fait, tu prends ce dont t'as besoin. Ils ont un prix indicatif et tu laisses ta pièce qui vaut à ce que t'as pris. Mais donc c'est vraiment toute confiance, quoi. C'est déjà une cabane. Quand tu trouves une cabane, t'es déjà content parce que il y a une journée en Ariège qu'on a faite vraiment du matin jusqu'au soir sous la flotte. Donc là, en fait, au début, tu te dis, bon, ça va, j'ai juste... j'ai rien de mouillé. Après, tu commences à te dire, bon, j'ai mes pieds de mouillés. Après, tu te dis, j'ai mes chaussettes. Après, tu te dis, au fur et à mesure de la journée, tu vois que t'es de plus en plus trempé. Et puis, en fait, à la fin, t'arrives à 4 heures, tu rentres dans une cabane et sors tes fringues. Et c'est vrai que là, de pouvoir te faire un petit feu, de pouvoir peut-être te prendre un truc, un paquet de gâteaux. Enfin, c'est des trucs c'est bien sûr quand tu le racontes et que t'es dans ta vie normale, ça paraît ridicule, mais quand t'es en randonnée, c'est des trucs, un feu et un paquet de gâteaux, ça te fait ta journée, quoi. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on a vu que en Ariège, ces espèces de petites cabanes autogérées. Et en fait, comme c'est bien entretenu, t'as aussi envie de faire perdurer le truc, donc t'as toujours une cabane, c'est aussi souvent ça se passe comme ça, tu utilises le bois qui est déjà dans la cabane et avant de repartir tu vas rechercher du bois pour les prochains qui s'en serviront. A priori le bois il va avoir le temps de sécher, voilà, donc les prochains arrivent dans une petite cabane que t'as nettoyée avec du bois qui est prêt, et donc là en plus t'as la chance d'avoir un petit peu de provisions à ta dispo, donc c'était un peu des cabanes luxe en Ariège, mais c'est aussi parce que t'as tellement peu de villages que tu traverses que c'est un peu les seuls moyens de se réapprovisionner. Nous voilà repartis. Donc départ, là c'était Lac des Bouillouzes. C'est un très très bel endroit et là c'était, je crois qu'on a fait notre première nuit à, il devait faire 0 ou 1 degré.
c'est encore un peu une galère, mais bon, en randonnée, t'en as quand même. Mais bon, je pense que quand tu fais de la rando, c'est que t'aimes bien cet état aussi d'aller un petit peu au bout de certaines limites. Hein. Je pense que en fait, c'est terrible, mais je pense que ça te fait. C'est comme les gens qui font de l'alpinisme. C'est ces moments-là qui te font te sentir particulièrement en vie et qui font qu'après, dans ta journée, quand tu vois des belles choses, voilà, ça te les fait voir encore plus belles tellement t'as galéré pour les atteindre. Je pense qu'il y a ça aussi. Là, on partait pour le pic Carlite. Je pense que c'est le premier jour où vraiment le paysage et ce qu'il y a autour de toi te fait vraiment oublier justement l'effort physique et tout ce que tu t'es mis et les galères et le challenge et ton sac et ta bouffe et ta nuit. Voilà, lac des Bouillous, c'est une espèce de traversée pour arriver au pic Carlite où tu as plein de petits lacs que tu traverses. Et c'est vraiment voilà, un paysage vraiment magnifique. Et puis cette descente aussi qui est très très belle quand tu descends de l'autre côté du pic Carlite, c'est donc un pierrier, donc c'est une grande pente avec plein de toutes petites pierres. Donc c'est très très beau parce que ça fait quelque chose que tu vois de loin, gris, avec que des pierres. Le pic Carlite, c'est un endroit qui est vraiment magnifique, c'est très grand, très ouvert, c'est très beau. Donc là, la journée se passe... on va dire plutôt bien, c'est grosse journée, mais les paysages sont tellement beaux que tu oublies tout le reste, quoi. Et là, c'est justement pour ces moments-là que tu marches, quoi. Donc voilà, et puis on se pose le soir dans une toute petite cabane avec une vue de dingue. Et là, c'est le petit rituel du soir. T'arrives, tu te fais une petite toilette dans une source où tu trouves un petit endroit où il y a de l'eau. Tu te poses, tu fais ta polenta ou ta purée. Et puis de toutes les façons, à 9h, t'es cuit, quoi. Douzième journée, là je sais que je me suis réveillée avec une douleur dans tout le côté gauche. Donc là la journée a été particulièrement pénible. Et c'est à ce moment-là qu'on a, au vu des 12 premiers jours qu'on avait passés, qui globalement étaient sous le signe de la galère maximum, qu'on s'est dit, voilà, on s'est posé, on s'est dit, est-ce qu'on a fait ça pour vraiment juste se mettre en difficulté, ou est-ce qu'à un moment on a aussi envie de faire cette rando aussi en profitant, quoi, en étant pas que dans la souffrance et dans l'exercice et dans le challenge. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de bifurquer de la Transpyrénéenne et de redescendre sur le GR10. Donc là, le GR10, ça simplifie un peu les choses puisque t'as des refuges. Tous les 2 jours, normalement 2-3 jours, tu passes dans des petits villages, donc tu peux te réapprovisionner, tu peux acheter des choses. Si t'as envie de te faire une nuit en refuge, c'est possible. Tu lâches aussi complètement tes cartes, ton GPS, parce que le GR10, il est complètement balisé. Là, c'est beaucoup plus facile. T'es un peu plus, je pense, enfin en tout cas pour ma part, un peu plus dans le lâcher, un peu plus dans le plaisir, parce que tu peux décrocher de ta carte, tu peux décrocher un petit peu aussi de tes provisions et te dire, bah là, j'ai envie de me faire un repas dans un refuge. Là, ça devient possible. Je pense que vraiment, à partir de ce moment-là, déjà, je pense qu'au bout de 12 jours, tu lâches un peu prise. C'est-à-dire, t'as tellement marché, t'as l'habitude de ton bivouac, que ça devient un peu quelque chose de... Voilà, ton corps s'est habitué à l'exercice physique, ton corps s'est habitué au poids du sac. Mentalement aussi, au bout de 12 jours, t'arrêtes de compter. En fait, y a un truc, tu te dis, si j'ai fait 12 jours, je suis capable de faire 40. Donc l'Ariège, atmosphère hyper particulière, mais... voilà, très beau. Et puis là, on arrive au 20e jour, je crois, à peu près 19-20. Et c'est Bagnères de Luchon. Donc sur la carte, c'est vraiment le milieu de la randonnée. T'as un peu une énergie nouvelle où tu te dis, j'ai fait la moitié, donc je vais être capable d'aller jusqu'au bout. Après, par contre, je savais que mon pote allait me laisser, je pense... 1 ou 2 jours après, donc je sentais aussi le moment où j'allais commencer à randonner toute seule qui s'approchait de plus en plus. T'es content parce que randonner seule, c'est aussi un vrai lâcher prise parce que du coup t'as plus quelqu'un où tu dois peut-être te coller au rythme ou voilà, t'es vraiment tout seul dans la nature. Là vraiment le choix de randonner il est maximum, mais ça c'était quand même un petit peu une petite angoisse où je me disais bon bah là je vais devoir continuer toute seule, quoi.
Arrive le moment où je quitte donc mon ami Christophe, qui termine là, et donc je continue toute seule, Hautes-Pyrénées. Et puis là, j'arrive à la frontière du Pays Basque, qui est le dernier département que je vais traverser. Et c'est la Pierre Saint-Martin. La Pierre Saint-Martin, c'est une station de ski, donc tu arrives là, bon, évidemment, il n'y a pas de neige. Mais là, je me souviens bien que quand j'avais regardé mes cartes avant de partir, je m'étais dit, c'est bon, si j'arrive à la Pierre Saint-Martin, c'est gagné, j'arriverai jusqu'au bout, quoi. T'es encore plus dans quand tu sais que tu vas terminer et que le Pays Basque, en plus, il y a beaucoup moins de dénivelé, c'est beaucoup moins challengeant. Bah, dans ta tête, t'es un peu déjà arrivé, quoi. Tu quittes les hautes montagnes et t'arrives presque un peu sur des paysages d'Écosse. T'as des grands vallons, souvent avec énormément de brebis. Et puis tu traverses ces immenses vallons, donc tu as une vue qui est super dégagée. C'est pareil, c'est très humide et très vert, donc ça rajoute aussi une atmosphère particulière. Et c'est aussi des passages que j'ai adoré, le Pays Basque. Parce que voilà, c'est les brebis, des immenses étendues, les couleurs sont très belles. T'es aussi beaucoup moins dans le challenge physique parce que il y a moins de dénivelé. Tu sais aussi que tu vas terminer, tu vas vers la fin. Donc aussi, ton mental, il est complètement différent. Et puis là, je crois que c'était 4 ou 5 jours avant d'arriver, tu vois la mer. Et donc, c'est voilà, ta première vue de la mer, sachant que tu es parti de la mer. Tu as fait 30 ou... Ouais, moi, j'avais fait, je pense, 30 jours, 32 jours. Et en fait, cette journée-là, c'est donc tu montes et après, c'est que des passages de crête. Et donc, c'est à la fin d'un passage de crête que normalement, tu vois la mer et que tu commences à descendre. Et puis qu'ensuite, tu vas entamer un peu tes 4-5 jours vers la mer où tu redescends petit à petit vers les villes. Et là, tu abandonnes en fait, de jour en jour la montagne. Et j'arrive à ces crêtes, et là, c'était vraiment... je pense que c'était franchement le plus beau moment de la rando, où il y a eu une espèce d'éclaircie. Les crêtes, donc tu as les passages de crêtes, tu as souvent les nuages qui sont bloqués d'un côté d'une crête. Donc très souvent, tu as à droite une vue qui est trouble avec le brouillard, et à gauche, souvent une vue qui est assez dégagée. Donc là, c'était ça. Donc ça, c'est déjà un spectacle qui est super beau à voir quand tu traverses des crêtes. Et à ce moment-là, le côté gauche se dégage, arc-en-ciel. Et là, je vois la mer. Donc t'imagines, ça fait genre 32 jours que t'as pas vu ça, que c'est le truc que t'as voulu atteindre. Et là, bon, bah, tu te dis, voilà, je suis presque arrivée, j'ai presque réussi, quoi. Donc, je pense que je me souviendrai toujours de cette journée trempée, arc-en-ciel. Et là, tu vois la mer et tu te dis, bah, j'y suis presque, quoi. Et après, les 5 derniers jours, ils sont un peu durs parce qu'en fait, t'as juste envie d'arriver au bout, quoi. Une fois que t'as vu la mer, tu te dis, mais c'est pas possible, elle peut pas être à 4 jours, c'est impossible. Et en fait, si t'as encore pas mal de kilomètres, et en plus, là, ça m'a fait complètement devenir chèvre, c'est-à-dire qu'ils te font monter des trucs alors que t'as juste envie d'aller tout droit, quoi. T'as juste envie de dire, allez, je vais faire ça en 2 jours, mais j'arrive au bout. Et puis le dernier jour, tu te lèves, t'as juste envie d'arriver. Et je me souviens que le dernier jour, il m'a paru mais tellement long, quoi. Et voilà, et là, c'est un truc que t'as imaginé pendant 38 jours et tu te dis, c'est aujourd'hui que ça va se terminer, quoi. Et puis voilà, à un moment, t'arrives... je sais pas comment raconter la fin, ça paraît tellement bidon, mais en fait, c'est quand même... quand t'as marché 38 jours, c'est assez ouf de... voilà, t'arrives devant la mer et tu te dis, tu regardes ta carte. Et je me souviens, j'ai pris une photo de mon point GPS quand j'étais presque arrivée. Et tu te dis, en fait, j'ai vraiment traversé de la mer à la mer, quoi. Et voilà. Et là, il y a un petit panneau qui te dit Grande traversée des Pyrénées. Et en fait, c'est très bizarre comme sensation parce que toi, t'arrives, t'es quand même content de ce que t'as fait. T'as envie de pleurer, tu te dis mais j'ai fait 900 km et en fait le monde autour de toi n'en a absolument rien à faire, quoi. C'est-à-dire que toi t'es devant ton panneau, tu te dis putain j'ai quand même fait jusqu'au bout, j'ai tenu, putain c'était tellement galère, et en fait les gens ils sont en train de se baigner, t'es dégueulasse avec tes chaussures de rando, tu t'es pas lavé depuis 10 jours et puis t'as les gens qui sont tout propres et qui doivent se dire mais d'où elle sort avec... Donc t'as un peu un choc, mais t'es complètement aussi sur un nuage, quoi. Et voilà. Au début de chaque randonnée comme ça, tu te dis mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Mais je sais pas, tu le fais parce que t'aimes bien ce dépassement, quoi.
Tu t'es approprié un morceau de toi-même, tu as reculé un peu tes limites, tu as connu aussi certaines choses que tu connaissais pas chez toi. Tu as cette sensation de t'être pleinement approprié ton corps, d'avoir aussi dépassé des limites mentales ou des moments où tu as eu peur justement. Tu as aussi une confiance un peu qui est regagnée. Tu as un sentiment de confiance, de satisfaction. Et puis de bonheur aussi, parce que mine de rien, c'est 38 jours d'effort physique. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que quand t'as terminé ça, en fait, tu te demandes mais qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Voilà, c'était la grande aventure de Delphine qui a, comme elle vous le disait au tout début de son récit, un rêve, c'est de traverser les États-Unis de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. On espère que bientôt elle le fera et qu'elle nous le racontera dans Histoire de sportif. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Je vous rappelle que si vous nous écoutez sur un Mac, un iPad ou un iPhone, vous pouvez aussi nous laisser des petites étoiles. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres histoires de sportifs. Voilà, bon, je vous fais des bisous et à plus tard. Bye.